Jeudi de midi à midi 30, Flash News était mon Insta. Un invité qui nous raconte l'appli irrésistible du mois. La question minée de théorie avec nos chroniques star. Et puis la météo de l'IA, la météo de tous nos espoirs. Dis-moi, je peux pas, j'ai IA, you, IA, you, je peux pas, j'ai IA, you, IA, you. La question minée de théorie avec notre chronique star. Et puis la météo de l'IA. Bonjour et bienvenue en 2025. Et oui, c'est une nouvelle année. On est jeudi, il est midi. Et comme en 2024, c'est « Je peux pas, j'ai IA ». Alors, on va pas perdre de temps. Aujourd'hui, le boss, il est à Aix-en-Provence. Il est dans un campus. Si vous avez regardé l'introduction, vous avez vu la vidéo de présentation de Camp, qui est un campus en fait hyper moderne au cœur de la Garrigue. Et c'est là que le boss s'est retiré pour vous préparer une année 2025 qui va être nucléaire. Alors, sans plus attendre, je fais monter Elodie et rassurez-vous, cette fois, c'est la vraie et pas son avatar. J'ai vérifié en coulisses. Alors, bonjour Elodie et bienvenue en 2025. Salut Emmanuel, bienvenue en 2025. Ravi d'être avec vous, en vrai, en chair et en os, comme on dit. Comment tu vas? Très bien, et toi? Voilà. Tu reprends fort, Voilà, je vois. Donc le 2 janvier, tu m'as mis au boulot. Bravo. C'est ce qu'on appelle commencer l'année à fond les Voilà, ballons. ouais. Alors, bonjour. Ah, complètement. Je te dis, 2025 va être nucléaire, je pense que pour toi aussi. Et on va revenir sur des sujets pivots. Les IA de l'Avent que tu as animés tout au long du mois de décembre, et ça, c'est un truc de ouf, dont tu vas nous parler, ça vient de se terminer. Et surtout, les leçons que tu as pu en tirer, nos prévisions pour 2025, la fameuse nouvelle version O3 de GPT qui a fait couler énormément d'encre, virtuelle peut-être, mais énormément d'encre quand même. Alors, Elodie, tu es à Paris, moi je suis à Aix, dans un cadre parfait pour notre sujet, c'est The Camp. C'est un campus hyper moderne, comme je vous le disais, qui a beaucoup d'intentions dans les IA aussi. Ça fait penser aussi à la Silicon Valley que tu connais bien. Voilà. Et on va préparer 2025 avec des concepts plus proches de vos besoins. Tu veux peut-être revenir un petit peu sur les IA de l'Avent que tu as animés? Écoute, les IA de l'Avent, c'est parti d'un délire un peu rigolo, mais qu'on avait commencé l'année dernière en se disant on va se faire un calendrier de l'Avent et faire découvrir aux gens en fait un petit peu les IA génératives. Alors l'année dernière, on était 4, puisqu'on avait Richard qui s'était joint à nous, Nash et toi et puis moi. Donc on avait chacun un poste à faire tous les 4 jours. Et déjà, j'avais un peu souffert. J'avoue que ça m'avait un peu mis le pied dedans, puisque je regardais un peu de loin, comme beaucoup. C'est-à-dire que je comprenais comment ça marchait, je comprenais comment les applications fonctionnaient, mais de là à les utiliser et à réussir à en sortir quelque chose d'exploitable, qui soit intéressant, on n'était pas là. Et donc c'est vrai qu'on avait un peu, enfin en tout cas pour ma part, un peu souffert. Mais bon, c'était moi j'aime beaucoup, enfin aujourd'hui je suis problem solver, j'aime beaucoup rentrer dans les sujets par le problème et on sait aujourd'hui qu'on se transforme, qu'on avance quand on a un vrai problème urgent à régler. Donc ça avait été vachement bien. Donc cette année, j'ai décidé de le faire seule parce que la vie a fait que je pense que en fait au début d'année scolaire, j'ai disparu pendant 3 semaines de LinkedIn. Donc je sais que beaucoup de gens ont cru que j'avais vraiment disparu de la planète Terre. Donc non, je n'avais pas déménagé en 2030, je m'étais fait bannir et je me suis rendu compte à quel point en fait on était dépendant des algorithmes des différentes plateformes, quelles qu'elles soient. Et donc je m'étais dit ce serait sympa quand même d'avoir mon audience ailleurs. Et j'avais participé à quelques communautés WhatsApp qui avaient migré sur Discord et que j'avais quitté. Et donc ça me manquait un peu. Et donc j'ai proposé en fait à mon audience, et tu l'as fait brillamment avec moi d'ailleurs, de non seulement suivre ma newsletter qui allait devenir pendant 24 jours hebdomadaire, non, journalière, pardon, et en plus de rejoindre un groupe WhatsApp qui s'appelait les IA de l'Avent, qui a été hyper actif, où toute personne qui participait pouvait poser n'importe quel problème
business et à obtenir une réponse. Alors, au début, c'était un peu timide. Donc, c'est moi qui répondais. Et puis après, tout le monde s'est un peu lancé. On s'est lancé des challenges un peu fous aussi à vouloir habiller tout le monde avec des pulls faits en IA, genre des pulls hyper kitsch. J'ai passé des heures à trouver une solution parce que, on le sait, aujourd'hui, garder un visage avec l'IA, c'est pas toujours facile. Bref, 24 jours, un peu de folie, un peu épuisant, mais la volonté et l'envie de continuer parce que c'est génial de pouvoir répondre aux questions en live. C'est génial aussi de le faire avec toi parce que cette aventure, en fait, tu y as pris part dès le premier jour et puis finalement, tu as été aussi acteur que moi. Donc, aujourd'hui, on est 80 dans cette communauté. Il y a une 120 personnes, je crois, qui suivent les contenus qui sont publiés, puis 200 personnes sur la newsletter. Donc, c'est tout petit et j'ai pas du tout envie que ça grossisse énormément. L'objectif, c'est pas ça. Et donc, ça devient Ask and Solve. On vous pose des questions, enfin, vous nous posez des questions et on y répond. Et je suis ravie qu'on puisse le faire ensemble. Donc, oui, le groupe WhatsApp, on vous mettra les liens, je pense, après dans les résumés. Vous pouvez le rejoindre et venir poser toutes vos questions. On répond en live et en plus, il y aurait la newsletter qui va continuer à vous donner toutes les news de l'IA. Donc, Emmanuel a fait un gros travail de son côté. On peut y passer la journée à suivre tout ce qui se passe. Donc, on essaiera de compiler ça pour ma part toutes les semaines. Et puis, de rentrer dans l'ère des agents. Alors, je précise l'ère agentique et pas l'ère argentique, s'il vous plaît. On l'entend encore trop souvent. Dans l'argentique, c'était avant. Oui, attends. Mais voilà. Je t'interromps parce qu'on va y revenir justement à Ok, l'argentique. Je ne spoil pas la suite. Ouais, te remercier et te féliciter pour le travail énorme que tu as fourni, parce que tu as fait une newsletter quotidienne pendant les IA de l'Avent, et puis c'était super intéressant, on a appris plein de choses, on a vu, puis il y avait plein de gens qui venaient avec des problèmes auxquels on n'avait pas pensé, puis on trouvait des solutions, puis c'était quelqu'un qui venait avec une autre solution, avec un autre... Donc c'était vraiment super actif, et je pense que ça présage de beaucoup de belles choses pour 2025. Mais là, tout de suite, on va passer aux Flash News. Les Flash News, ça va être d'abord... On va aller vers la Chine et je vais vous partager. Voilà, je te reprends tout de suite, Élodie. Je vais aller chercher les Flash News. Et donc, en direction la Chine pour la première Flash News, on a une IA qui est donc DeepSeek V3. Ce n'est pas une IA, c'est un outil d'IA, un nouveau modèle qui a été révélé en décembre de la firme chinoise DeepSeek. Et c'est un modèle qui est open source et qui dépasserait Qwen d'Alibaba et Llama 3.3 de Meta, tout en ne coûtant que, entre guillemets, 5,5 millions de dollars pour son entraînement, ce qui est relativement peu. Une nouvelle preuve que la Chine rattrape son retard et si l'histoire du véhicule électrique se répète, elle pourrait bien prendre un rôle de leader du secteur de l'IA. Deuxième flash news, Cerebras, dont je vous ai déjà parlé, vient de démontrer qu'on pouvait entraîner un modèle avec 1 billion de paramètres sur un simple système CS3. Et donc, alors qu'auparavant, il fallait plusieurs milliers de systèmes de GPU, donc de processeurs graphiques, pour entraîner un modèle, Cerebras arrive à le faire avec seulement un seul système CS3, ce qui augure d'une IA sans doute plus économe en termes financiers, mais aussi de ressources environnementales. Enfin, troisième flash news, et là on est plus dans, c'est un petit peu un thriller dans la Silicon Valley. Le whistleblower, donc le lanceur d'alerte, Sushir Balaji, qui est un ancien employé d'OpenAI, qui a été retrouvé mort le 29 novembre dernier, aurait été assassiné. Il avait posté un essai sur son blog personnel le 23 octobre dernier, soutenant le fait que ChatGPT ne respectait aucun des piliers de la loi américaine de fair use, soit d'usage équitable. Est-ce que la Silicon Valley devient le siège d'un thriller lié aux puissantes sociétés d'IA? Alors, Élodie, est-ce que tu as une réaction par rapport à ces flash news? Alors écoute, tu m'as mis dans le bain ce matin avec ton plan. J'ai quand même appelé mon papa qui est un pro là-dessus pour avoir quelques infos et pas dire de bêtises parce que tu mets le niveau quand même dans ce live. C'est pas hyper simple à comprendre même quand on nage dedans. Donc tout ce dont tu viens de parler, en tout cas les deux premières news, faut rappeler que ce soit pour Cerebras
ou pour l'IA chinoise, ce sont des LLM. Alors, qu'est-ce qui fait qu'elles sont aujourd'hui hyper intéressantes à regarder? C'est déjà que l'IA chinoise est au top niveau. Donc, on s'était dit, Sam Altman disait il y a quelques semaines, la Chine ne nous rattrapera pas. Ils sont en train de le faire. Et ils sont en train de le faire en étant beaucoup plus économiques et en ayant des LLM beaucoup moins consommateurs d'énergie et de processus. Donc, oui, ils n'ont pas accès encore aux cartes NVIDIA, mais voilà. Après, attention à la Chine. On sait que politiquement, elle dépend de Taïwan sur les puces. Donc, s'il n'y a plus de Taïwan demain ou s'ils décident de... voilà, et ça peut être un peu compliqué. Mais on voit quand même qu'on va vers des modèles qui sont moins coûteux en énergie, moins coûteux en ressources. On peut déjà en faire tourner certains sur nos ordinateurs directement en local. Cerebras, c'est pareil, c'est beaucoup plus économique. Donc, on voit que vraiment, ça avance. Et ce qu'il faut se rendre compte, parce que je pense qu'on parlera de 3 plus tard, mais c'est qu'aujourd'hui, on arrive sur des modèles, en fait, au départ, ils raisonnaient un petit peu étape par étape. C'est-à-dire, je ne sais pas, Paul a un chapeau, le chapeau est bleu, il fait soleil, il marche sur la plage. Et comme il a un chapeau, il n'attrape pas de coup de soleil. Donc, en fait, il y a beaucoup de tokens, il y a beaucoup de demandes qui sont faites à l'IA pour finalement qu'elle arrive à raisonner, puisqu'elle va chercher des infos qui l'aident. Et là, on arrive dans une ère où on va avoir plus des LLM qui vont être dans le reasoning, c'est-à-dire qui vont vraiment raisonner et qui vont se dire, Paul a un chapeau, donc il ne va pas attraper une insolation. Ça paraît bête comme ça, mais c'est un énorme changement qui nous arrive en 2025 et qui va vraiment changer tout ce qui est consommation, puisqu'on fera beaucoup moins d'appels, on aura besoin de beaucoup moins de tokens pour répondre. Donc, voilà, ça paraît peut-être un peu compliqué, mais en fait, on est en train de réfléchir à optimiser tout ça et la Chine en tête. Voilà, méfiance, même si ils n'ont pas Nvidia et qu'ils ne sont pas la Silicon Valley. C'est des bons challengers qui poussent bien les autres à agir. Et puis, ce que tu dis, ça fait un petit peu penser. Moi, j'attends la série Netflix. Voilà, je pense, effectivement, il y a des dessous qu'on ne sait pas. Est-ce qu'on veut savoir ou pas? On verra ça sur Netflix en 2026. Ouais, les sommes deviennent colossales. Et on en parlera d'ailleurs dans la météo de l'IA et avec une information qui est assez surprenante. Mais bon, je vous laisse la surprise pour tout à l'heure. Ce que tu disais me fait penser un petit peu, parce que le raisonnement, évidemment, l'IA ne va pas raisonner en termes humains, mais c'est un petit peu l'introduction de la chaîne de pensée dans les intelligences artificielles pour justement qu'il y ait plus de consistance dans la génération en fait, d'informations par les IA. Tout à fait. Ok, alors, on va passer à l'IA en 2025. Qu'est-ce qu'on va retrouver en 2025 ? Donc, on va parler un petit peu de nos prévisions. Donc, je pense que tu en as déjà parlé un petit peu, et notamment au niveau de des agents. Excuse-moi, on a un petit décalage. Je disais, moi, je n'ai pas pris la parole depuis 24. C'est bon, je te laisse avancer. Ok, donc je voulais revenir un petit peu sur les prévisions sur 2025. Moi, je vous avais livré mes prévisions la semaine dernière, donc notamment adoption croissante des outils d'IA en entreprise, ça je le pense, je le crois, donc je crois qu'on a vraiment un rôle à jouer à ce niveau-là. Perfectionnement des agents IA, plus spécialisés et plus légers pour des tâches spécifiques. Je pense qu'on vient d'en parler. Je vous laisse consulter le post si vous voulez lire un petit peu plus par rapport à ça. Pardon, excusez-moi. Mais il fait froid, même avec Aix-en-Provence, il fait quand même relativement froid. Et donc, tu en parlais tout à l'heure. Donc, 2025 sera notamment agentique. Et donc, pas agentique, on est bien d'accord. Pourquoi ? Parce que les outils d'IA vont évoluer en 2025 vers, moi, ce que je vais appeler des formes d'assistanat automatisés qui vont nous permettre de nous délester de certaines tâches et de notre charge mentale pour nous concentrer sur l'essentiel, sur ce qui nous intéresse et ce qui fait notre vraie valeur ajoutée. Et donc, j'ai une question pour toi, Élodie. C'est quoi un agent, Jamy ? Alors, un agent, c'est un petit assistant, finalement, qui va à la fois se servir de l'IA comme vous l'utilisez quand vous utilisez ChatGPT, c'est-à-dire être capable de discuter, d'échanger avec vous, mais qui, en plus, va être capable de faire des choses pour vous. Donc, il ne faut pas confondre assistant, c'est-à-dire que je vais pouvoir créer, par exemple, un GPT personnalisé qui va m'assister dans mes propositions commerciales et où je vais l'enrichir d'une base de connaissances et éventuellement de ce qu'on appelle un prompt system. Donc, c'est différentes façons de me répondre pour m'aider dans ma proposition commerciale. Par exemple, est-ce que tu as ton persona ? Est-ce que tu as bien cerné la problématique ? Et ça, c'est un petit assistant, ça marche très bien. Et voilà. Un agent va un peu plus loin. C'est-à-dire que l'agent va être capable, par exemple, de produire ma proposition commerciale une fois qu'elle est terminée.
Alors, on peut décider ou pas de valider par un humain, mais c'est-à-dire qu'entre le moment où on va la préparer ensemble et en sortie, je vais retrouver, par exemple, une proposition gamma. Donc, l'agent, aujourd'hui, il utilise, en fait, les LLM, celui que vous voulez, en fait, hein, aussi bien Gemini que Claude que OpenAI. Il utilise aussi, par exemple, on pourrait très bien décider que mon assistant me parle par agent, par exemple, et utilise une API, c'est-à-dire connecter un avatar agent pour faire en sorte qu'il me parle. Et là, il devient un agent, c'est-à-dire que j'ai moi qui prends la parole en répondant aux questions qui me sont posées par rapport au prompt que j'ai créé et puis à ma base de connaissances. Il va pouvoir booker un rendez-vous dans mon agenda aussi. Il va pouvoir répondre à des mails. Donc, en fait, il va prendre quelque part un peu le pouvoir sur mon ordinateur pour faire des tâches. Et ce qu'on est en train de voir arriver, en fait, c'est qu'on ne va pas avoir un seul agent, puisqu'un agent, il va quand même faire des tâches assez simples. C'est-à-dire, je te réponds, je fais ta proposition commerciale, je te book ton rendez-vous, je réponds à ton email. Donc, un agent est assez con, hein, il fait une tâche bien définie. En revanche, aujourd'hui, ce qu'on commence à voir, c'est que les agents peuvent interagir entre eux. Donc, c'est pour ça que Sam Altman a annoncé que le premier 3 million personnes business tout seul arriverait bientôt. C'est parce qu'en fait, en créant des agents, l'agent marketing, l'agent comptable, l'agent DAF, l'agent VC, voilà, on va pouvoir finalement se libérer de beaucoup de contraintes ou on manque de compétences quand on monte un business. Et bien entendu, ça va révolutionner aussi les entreprises qui ont énormément d'employés. Ok. Alors, Élodie, notre audience adore le concret. Et c'est vrai qu'on lui en propose toutes les semaines avec la démo. Et donc, j'ai une question pour toi, évidemment. Je crois que tu viens d'en créer un d'agent et que tu en projettes d'autres. Et je te propose en direct et en exclusivité pour Je peux pas GI1 de nous lancer dans la démonstration de la création d'un agent. Est-ce que tu es prête? Est-ce que tu relèves le défi? Bon, c'est vrai que lancer un défi à Élodie, c'est pas vraiment une question non plus, hein. Alors, attends, je vais monter mon écran si tu veux bien. Hop, là, si je peux tout. Je pense qu'il faut que je partage beaucoup de choses à vous montrer. Voilà, hop. Alors, oui, je vais vous montrer rapidement. Il faut savoir que moi, j'avais décidé de ne pas faire d'agent. Je voulais... oh là là, il ne faut pas que je montre ça. J'avais envie, en fait, de travailler plus sur de la stratégie, travailler en intelligence collective pour imaginer des use cases. Et aujourd'hui, je vous avoue que je trouve que jouer au Lego avec les IA permet de faire à peu près tout ce qu'on veut. Sauf que le marché n'est pas forcément de mon avis. Aujourd'hui, mes clients, et pour te dire, hein, sur les 15 derniers, enfin sur décembre, sur les 15 jours où on a été concentré sur notre travail, j'ai eu 25 demandes de création d'agents. Donc, c'est un truc... je pense même quand je me suis lancée dans le web, je n'avais pas 25 demandes de site web par jour. Et donc, en fait, la première chose que je fais quand on me demande un agent, moi, c'est en fait de créer d'abord ce qu'on appelle les GPTs. Donc, c'est des GPT personnalisés. Il y en a plein qui existent. Alors, certes, il faut avoir un abonnement à OpenAI pour pouvoir les utiliser. Mais il y a des trucs hyper intéressants à aller chercher, par exemple, là. Ah, c'est plus le cas maintenant. Tu peux le faire, ils sont disponibles aussi en gratuit. Ok, écoute, tu vois, voilà, j'ai loupé un moment. Là, par exemple, moi, j'ai investi dans une startup qui s'appelle Reov et qui permet de revendre en fait ses cadeaux de Noël. Et on a développé un petit agent qui permet en fait de mettre une photo. Alors, je sais pas si j'ai un truc à vendre là, mais on pourrait faire le test. Hop, si je vais sur Amazon et que je mets peluche, hop, on peut lui donner une peluche, par exemple, toute bête. Voilà, celle-là, hop, et elle va m'analyser en fait le prix de... Hop, je vous montre le truc en live. M'analyser, être capable finalement de m'analyser le prix de la peluche et de me dire combien je pourrais la revendre. Combien je peux revendre cette peluche toute neuve que j'ai eue à Noël en triple, par exemple. Parce que tout le monde revend ses cadeaux de Noël, c'est bien connu. Et donc là, il va calculer et logiquement, si ça marche, c'est l'effet démo. Voilà, une estimation, la taille moyenne et je peux la revendre actuellement entre 8 et 15 euros. Et donc, forcément, je peux aller déposer mon annonce dans la startup qui s'occupe de ça aujourd'hui pour s'occuper de revendre à votre place vos cadeaux ou ce qui encombre vos maisons. Donc, aujourd'hui, développer en première intention un petit GPT et Google fait la même chose avec les gemmes, c'est déjà pas mal parce qu'on peut mettre, et je vais vous montrer, plusieurs choses. Déjà, on peut configurer, donc là, je n'ai pas mis de logo, ça c'est un petit... agent qui analyse des CV par rapport à des offres d'emploi. Donc, je pourrais lui mettre un petit logo, etc. Je peux lui donner des instructions. Donc, je lui dis, voilà, aujourd'hui, tu es agent de recrutement et je veux que tu analyses les CV et que tu me dises, en fait, par rapport à chaque CV que je vais te donner, si la personne est qualifiée ou pas pour le poste et quels seraient finalement les
points sur lesquels je devrais faire attention. Voilà. Et donc, de ça, je peux mettre aussi des annonces de conversation et je peux discuter directement avec mon petit GPT. Et si on veut, on peut faire une démo, puisque ça va être un peu l'idée de mon... J'ai préparé une offre d'emploi ici. Je vais juste me mettre dans la bonne page parce que j'en ai ouvert trop. Voilà, ici. Donc là, je mets une annonce. Alors, c'est une annonce que j'ai prise sur Internet juste avant pour devenir marketing director et accélérer l'expansion d'une plateforme SaaS. Et donc, la question, c'est est-ce que, si je prends mon CV, pour garder suffisamment de confidentialité, j'ai pas mon CV sous la main, c'est quand même nul. Hop, alors donnez-moi une seconde, je l'avais préparé. CV. Ah, il est là. Hop, donc je vais pouvoir lui donner mon CV et en fait, tout simplement, il va analyser ce CV et me répondre si c'est bien ou pas. Donc ça, c'est assez simple. Il n'y a pas besoin de compétences techniques. Et moi, je me suis fait plein de GPT pour moi, pour simplifier la rédaction de mes posts, les négociations avec mes clients, les propositions commerciales, même ma to-do, pardon. Voilà. Donc là, on voit que j'ai une expérience entrepreneuriale significative, merci. Que j'ai un peu de gestion en leadership, etc. Je n'ai qu'une correspondance à 72% parce que les hard skills qui sont demandés, il le dit, point de vigilance, je n'ai pas d'expérience SaaS et ce qui pourrait présenter un problème. En revanche, j'ai monté une web TV qui pourrait être un projet innovant et qui ferait que l'offre, enfin finalement cette offre pourrait me convenir, ou encore mon expérience US qui pourrait renforcer ce poste. Donc ça, aujourd'hui, on peut mettre jusqu'à 50 CV qui peuvent être analysés, comparés, et finalement, on sait quels sont les CV qui vont être retenus, et on pourrait même imaginer aller plus loin en se disant quel candidat doit rencontrer qui dans mon entreprise et booker les rendez-vous dans l'agenda. Mais ça, c'est plus possible avec GPT. Donc ça veut dire qu'il faut sortir de cette configuration où on peut créer son propre GPT. Et donc, moi, c'est la demande que j'ai énormément, c'est je ne veux pas que mes clients, que mes équipes passent par l'interface de ChatGPT. Comment je peux faire? Alors, aujourd'hui, GPT a mis en place tout simplement une API. Donc, une API que j'ai ouverte il y a quelques temps. Voilà, non, c'est pas celle-là, je vais la retrouver. Une API, c'est ce qui permet en fait de connecter le LLM, donc les fonctionnalités de ChatGPT, dans une application qui aurait un format web en fait. Donc, en me connectant sur plateforme openai.com, je peux tout à fait recommencer mon petit GPT ici, le tester, et surtout, je vais pouvoir aller le connecter après grâce à ce qu'on appelle une clé API. Donc, je vais aller dans le dashboard, je pense. J'ai appris tout ça la semaine dernière, hein, donc je vous avoue que, hop, voilà, donc là, c'est la doc. S'il y a des pros, ils doivent se moquer de moi derrière. On doit pouvoir récupérer à un endroit là, je suis dans le playground, dans le dashboard, la clé API, voilà, qui est quelque part. Non, mais ce qui est intéressant, c'est justement de montrer que c'est accessible et qu'on peut le faire, on peut l'apprendre. Si tu l'as appris la semaine dernière, je pense que nos auditeurs, même si il faut un petit peu de compétences, c'est quelque chose qui reste accessible. Exactement, c'est extrêmement accessible et vous pouvez même vous aider. Et la prochaine étape, et j'attends ça, et j'en discutais ce matin justement avec mon père, ça va être de plugger en fait des IA qui vont voir votre écran et qui vont pouvoir vous aider au fur et à mesure que vous voulez utiliser ce type d'outils. Et d'ailleurs, je voulais vous en présenter plusieurs, puisqu'en fait, vous l'avez compris, faire un agent, c'est mettre une base de connaissances, donner un rôle, donc créer une série de prompts qui sont en fait la façon dont on va avoir d'analyser, nous, en tant qu'humains, le CV ou les CV, et les comparer et de donner ça à l'IA. Mais aujourd'hui, il y a énormément de plateformes qui se lancent, alors surtout aux US, qui permettent de rajouter à cette base de connaissances et à ce prompt system plein de fonctionnalités, en fait, de connexion, donc de connecter, et on parle d'automatisation. Par exemple, on pourrait imaginer sur cet agent-là que j'ai une boîte mail où je reçois les réponses aux annonces d'emploi, et donc je connecte, grâce par exemple à une application comme nmeetn, ma boîte mail, ou à mon CRM, à mon email, à ma boîte email, pour directement aller chercher les pièces jointes, les lettres de motivation, et les analyser. Donc, il y a plein de choses qui se montrent comme ça. Donc, nmeetn est un qui est très connu. Moi, j'en ai testé plein avant de réussir à faire mon agent. Donc, celui-là s'appelle Relevance AI. Je ne sais pas si je peux vous montrer hop, voilà.
juste la homepage s'il veut bien, voilà. Et donc là, vous voyez bien qu'il va vous aider finalement, que ce soit en sales, en marketing, en customer support. Et en fait, vous commencez votre GPT en ayant des templates qui sont déjà faits. Et c'est ça qui est assez intéressant, c'est qu'on ne peut ne pas savoir faire. Mais par exemple, si je veux monter un email calendar booking agent, donc un agent qui book, mais dans mon calendrier en fonction d'email, c'est possible, c'est déjà développé et j'ai juste à le réutiliser. Donc, il y a Relevance qui existe. Il y a Lindy aussi, qui lui permet juste qu'à aller à du voice, c'est-à-dire être capable de faire des call calls pour moi. Pourquoi ne veux-tu pas me mettre la homepage de ça plutôt que me mettre mon truc voilà. Et donc là, pareil, on va retrouver des tonnes et des tonnes de templates qui vont être tout prêts, hein, vraiment, par exemple, l'email négociateur, voilà, c'est un agent qui est déjà développé par la plateforme et qui va vous permettre de négocier. Alors, on voit comment ça marche. Il n'y a pas de code. Pour ne pas être, je ne suis pas codeuse, il faut quand même avoir une logique de codeur hein, pour pouvoir se mettre à enchaîner les différentes actions comme ça. Donc, pour résumer, parce qu'on va devoir passer à la suite, malheureusement, parce que c'est passionnant, mais on va devoir passer à la suite. On a encore pas mal de sujets à aborder. Donc, pour résumer, c'est vrai que c'est pas complètement hermétique, mais c'est vrai qu'il faut quand même avoir une logique de code. Donc, c'est pas quelque chose qui va être possible pour tout le monde, mais bien entendu, les DSI ou en tout cas les développeurs vont se mettre à développer ce type de solution. Ils vont être à même d'assister alors, je fais descendre ton écran, et vont être à même d'assister maintenant les collaborateurs dans les équipes à gérer ça. Et pour ceux qui le souhaitent, on pourra faire appel à des spécialistes, comme par exemple au hasard Elodie Hugues ou le boss de l'IA, qui vont être capables de développer des solutions pour les entreprises. N'est-ce pas? Alors, on va passer tout de suite. Merci Elodie pour la démo, c'était super instructif. Je voulais juste conclure là-dessus pour dire que voilà, après tout ça, la difficulté, c'est effectivement de le passer en ligne sur sa page web. C'est de retrouver des fonctionnalités comme uploader, donc des documents, donc tout ce qui on a l'impression d'être très simple avec des OpenAI, des notebooks LM, etc. Dès que vous commencez à vouloir le faire avec une interface personnalisée, c'est compliqué. Et le point sur lequel je voulais vraiment insister, c'est que moi, ce que je vous ai montré là, ce sont des petits protos, des choses un peu rigolotes. Mais derrière, il ne faut pas oublier la sécurisation des données, où sont hébergées vos données, comment elles sont traitées. Donc, on ne joue pas à créer des agents avec des données confidentielles dans les boîtes, bien entendu. Même si l'API d'OpenAI et les autres sont sécurisés, il faut mettre des guidelines et les respecter voilà, avec la DSI ou les responsables dans vos boîtes avant de se lancer, quoi. Voilà. Bon, tu me tends une perche là que je ne peux pas ne pas prendre, ne pas saisir. En 2025, on aura une nouvelle chroniqueuse, on aura plusieurs nouveaux chroniqueurs et chroniqueuses sur différents sujets. Et notamment, j'accueillerai, je pense déjà en janvier ou au plus tard en février, Nenia, qui va nous aider justement sur ces problèmes de confidentialité, de compatibilité et de compliance RGPD, qui est une spécialiste hyper pointue. Lorsque j'ai des questions concernant le RGPD, c'est à elle que je les pose sans aucune question. Bon, alors on va passer à l'Appstar. Et l'Appstar, ça va vous surprendre un petit peu parce que je ne suis pas forcément un grand fan de Elon Musk, mais mon Appstar, ça va être Grok 2. Et je vais vous expliquer pourquoi. Vous voyez que Emmanuel Macron est apparemment de nouveau ami avec Vladimir Poutine. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai demandé à Grok 2 de générer une image photoréaliste de Macron et de Poutine qui se serrent la main. On sait qu'ils ne sont pas forcément les plus grands copains du monde pour le moment, mais voilà. Et puis, vous savez sans doute, vous avez certainement vu passer à la télé que Macron s'est fendu à l'Olympiade de chanter La vie en rose en costume de scène à paillettes. Voilà, et il a changé de costume plusieurs fois au cours de la soirée. Donc, pourquoi est-ce que je voulais vous montrer ça? Parce que c'est vrai que les autres outils préfèrent ne pas vous montrer ce type de contenu qui peut être... voilà, qui peut choquer. Certains vont crier au scandale. Mais en fait, je trouve que c'est une bonne chose. Et pourquoi? Parce que la liberté accordée à Grok 2 va être bénéfique parce que les autres limitent les possibilités de plagiat, deepfake et autres. Et par contre, X et Y jouent le jeu de la transparence extrême. Et donc, ainsi, le grand public peut voir et expérimenter ce qu'il est possible de faire avec les IA, ce qui va réveiller pour moi les consciences, ce qui va éveiller l'esprit critique. Et je prédis également que cela va accélérer la mise en place de règles et de limites. Je crois qu'il faut aller loin pour pouvoir se rendre compte, tiens, voilà, on va trop loin. Donc, qu'est-ce qu'on met en place pour éviter les deepfakes et les fake news en général?
Alors, on va passer tout de suite à la question du jour. La question du jour, c'était quoi? C'était, vous l'avez vu dans le post de ce matin, donc l'IA dans l'enseignement dont j'ai parlé la semaine dernière, hein, on s'en souvient, la première école IA, j'en ai parlé dans un post la semaine dernière. L'IA dans l'enseignement, c'est le sujet. Il y a quelques jours, donc, je vous annonçais cette nouvelle école Unbound Academy qui venait de voir le jour en Arizona, et avec des IA pour superviser les cours. Et Claude, lui, nous proposait le texte du post de ce matin, que je vous laisse relire. De toute façon, il est disponible parce que là, on avance déjà vraiment très, très vite vers la fin de cette première édition de 2025 de Je peux pas GIA. Et donc, la conclusion, et il y a des commentaires très, très intéressants justement sur le post de ce matin, de l'une notamment qui nous dit « Je connais des personnes qui se sont nourries de YouTube pour apprendre ». Donc, c'est vrai qu'au niveau de des personnes qui sont autodidactes, c'est vrai que l'IA est un phénomène, et notamment avec Perplexity, qui est extrêmement intéressant pour apprendre des choses. Introduire l'IA à l'école selon l'une est une bonne idée, et cela pourrait permettre aux élèves d'avancer en fonction de leur niveau sans être ralentis par des élèves plus lents, ce qui est un vrai problème dans l'éducation nationale. Alors c'est vrai que l'illustration du post de ce matin montre aussi un assistant virtuel, donc il y a toujours un prof en fond, et il y a un assistant virtuel pour chaque élève, et ça c'est très intéressant. Et Sabine nous dit, de bon côté, j'utilise en effet l'IA pour enrichir les parcours pédagogiques que je crée, et aussi challenger les aspects de chronobiologie. Ce qui m'importe, c'est de garder le contrôle, l'IA comme un outil, mais pas à ma place, et ça rejoint tout à fait l'avis. Alors, ce n'est pas l'avis de Claude, bien entendu, mais c'est ce que Claude a généré comme réponse par rapport aux avis qu'il a trouvé pertinents sur le web. Alors, on revient à la saga de OpenAI. Qu'est-ce qui se passe chez OpenAI? Eh bien, il se passe que O3, le buzz O3 fait pchit. Plusieurs pontes de l'IA sont intervenus publiquement pour critiquer la comparaison ChatGPT O3 contre l'humain, car O3 était pré-entraîné sur 75% des données des tests, ce qui fait partie d'ailleurs du test. C'est comme si on comparait en fait un étudiant qui passe un concours à livre fermé, qui serait donc l'humain, contre un étudiant qui le passe à livre ouvert. Alors les stockface, les copains, vous pouvez les ranger au placard, parce que Sam a réussi un coup de com', là, car le grand public ne retiendra que le buzz et l'annonce. Alors, je recevais dans mon fil ce matin un article justement à ce sujet, et cet article, en fait, j'essaie de le retrouver, mais c'est un article sur Clubic. Je ne l'ai pas directement, malheureusement. Ah si, voilà. Donc, le titre, je vous lis le titre de l'article, « La nouvelle IA d'OpenAI aurait atteint l'intelligence humaine ». Alors, si vous regardez vraiment l'introduction de l'article, le système O3 d'OpenAI a atteint un score de 85% au test ArcAGI, une référence conçue pour évaluer l'intelligence générale. Cette performance, qui égale la moyenne humaine, dépasse largement les 55% obtenus par les précédents systèmes d'IA 1. Eh bien, donc O1. Eh bien, en fait, si vous lisez tout l'article, c'est un article de Mélina Loupia, je vous donnerai le lien dans les commentaires, qui a été publié donc hier à 14h04. Si vous lisez tout l'article, vous comprenez que c'est beaucoup plus nuancé et qu'en fait, même le François Chollet, donc, qui est le créateur français du test de ArcAGI, a reconnu lui-même que en fait, le nom était très très mal choisi. Mais le problème, c'est que on a ici un article et on sait qu'aujourd'hui, il y a tellement d'informations qu'on va retenir que les titres, et on ne va pas aller jusqu'au fond de l'article. Et malheureusement, ce qui passe comme information, c'est qu'on est à l'intelligence humaine, alors que la réalité est beaucoup plus nuancée que ça. Donc ça, c'était aussi un petit coup de gueule sur OpenAI. Et enfin, on va terminer par la météo des IA. Et la météo des IA, on retrouve en fait OpenAI et Microsoft d'ailleurs, avec une information qui, moi, m'a laissé pantois quand même. Donc, on a une nouvelle définition de l'AGI d'après Microsoft et OpenAI. Donc, le chiffre de la méthode IA, c'est 100 milliards de dollars de profit. Donc, c'est la définition financière que Microsoft et OpenAI ont adoptée pour définir l'AGI. Donc, oui, vous m'entendez bien, c'est le niveau de profit qui va définir la performance d'une intelligence artificielle. Est-ce que quelqu'un a dit déviance? Moi, ça m'a laissé pantois et je suis vraiment
sans voix devant cette information, on est là, il y a un dérapage qui est très inquiétant parce qu'on parle de Satya Nadella et de Sam Altman, qui sont quand même des personnes extrêmement influentes dans le domaine de la tech. Donc, à surveiller. Mais voilà, moi, ça m'a laissé quand même, on peut le dire, sur le cul. Voilà, alors, le boss sera en Belgique la semaine prochaine pour en direct, donc pour la prochaine édition de Je peux pas GIA. On retrouvera notre chroniqueuse star dont il est question dans le générique de Je peux pas GIA que vous avez entendu en tout début d'émission si vous étiez là un petit peu avant le live. Et donc, moi, il me reste à vous dire évidemment de liker, de vous abonner, de parler de Je peux pas GIA autour de vous. On vous en remercie. Je dis encore un tout grand merci à Élodie Hugues Merci à avec toi. un H pour sa présence et toute sa... Avec 2 H, oui, tout à fait, un devant et un après, bien sûr. Voilà, ne faites pas l'erreur. Voilà que vous retrouverez, vous avez tous ces liens sur LinkedIn et sur d'autres réseaux. On va se retrouver très régulièrement en 2025, j'en suis convaincu. Et puis, on va se suivre. Et puis, on va avoir, je pense, des annonces aussi à faire un petit peu plus tard. Ça va être assez sympa. 2025 sera, comme je le disais, nucléaire. Donc, voilà. Maintenant, il me reste à vous dire bon appétit les boss et on se retrouve jeudi prochain. Merci à tous et merci Élodie. Salut tout le monde. Et meilleurs vœux. Oui, bonne année.